Allez, je vous propose de débuter puisqu'on atteint petit à petit les 70. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire dédié donc à cette campagne 2022 sur le projet sportif fédéral de la FFBAD, sur les fonds que nous confie chaque année l'Agence nationale du sport pour financer les clubs, les comités et les ligues. Et je vois qu'effectivement, les différentes entités sont représentées dans les participants ce soir. Donc, la campagne a débuté hier matin à 10 heures et se terminera le 19 avril à 10 heures. On va revenir sur toutes les dates importantes pour qu'il n'y ait pas de dossier qui soit rejeté à cause de ce calendrier et vous permettre effectivement d'avoir les informations, ce qui est différent de la campagne 2021 et puis ce que vous retrouverez pour celles et ceux qui ont l'habitude. Donc, hop, on est parti. Donc, vous avez été destinataire d'un courrier spécifique, d'un courrier électronique spécifique hier matin, vous précisant eh bien, les ambitions de cette campagne 2022. Vous avez eu un certain nombre de documents, à commencer par la note de cadrage sur laquelle on va revenir aujourd'hui, et puis des tutoriels pour encore une fois déjà vous permettre d'avoir un certain nombre de réponses à vos questions et puis vous donner des exemples concrets pour savoir dans quelle direction aller sur ces différentes actions qui, encore une fois, viennent répondre à vos projets associatifs et on insistera sur ce point-là tout au long de ce webinaire. Je vais passer la parole à Vincent Legras du secteur relations avec les territoires de la Fédération qui va vous rappeler les modalités de ce webinaire. Merci Johan, donc bonjour à tous. Alors, avant de vous préciser les modalités, je vais vous faire la présentation des intervenants. Donc, on a Johan Penel qui a fait l'introduction, président de la fédération. Nous avons Julien Frélon, donc conseiller du développement auprès de l'Agence nationale du sport. Émilie Coconnier, responsable administrative et membre du comité de pilotage ANS au sein de la fédération. Nicolas Galtier, conseiller technique national, membre du comité de pilotage de l'ANS, qui sera lui là sur la partie du chat. Nous avons Mathieu Wisniewski, donc récent agent de développement fédéral sur le secteur relations avec les territoires. Et puis moi-même, donc Vincent Legras, conseiller technique national, référent des ligues et membre du comité de pilotage ANS. Alors, pour ce webinaire, donc, vous l'avez vu, certains lèvent la main, ça ne sert à rien. Vous avez la parole uniquement dans le chat, donc vous n'avez pas, on n'ouvrira pas de micro ou de caméra. Donc, on fonctionne avec vous en interaction via le chat. On balisera 2 temps de questions-réponses orales sur le webinaire. Donc, une première après la première partie autour des modalités plus techniques et administratives, et une deuxième partie en fin de webinaire à la fin de la présentation des actions, et donc pour le reste des questions. Donc l'idée, c'est que vous pouvez poser vos questions sur la thématique en cours dans le chat. Donc avec Nicolas, Mathieu sont là en support pour essayer d'y répondre. Et les questions qui n'auront pas été traitées par écrit pourront être traitées à l'oral sur les temps balisés. Donc, je rappelle de bien sélectionner tout le monde. Là, je vois certaines personnes dans le chat. Il faut bien envoyer A dans votre fenêtre de chat et vous avez une petite fenêtre hôte et panéliste et vous sélectionnez bien tout le monde. Donc, ça permet à ce que tout le monde voit votre message. Si vous écrivez uniquement à hôte et panéliste, ça envoie le message à nous 7. Bien sûr, tout le webinaire est enregistré et un replay sera disponible en début de semaine du 28 mars. Donc, voilà pour les modalités. Je vous souhaite un bon webinaire et puis je redonne la parole à Johan. Merci Vincent pour ces petits rappels. Et donc, je remercie Julien Frélon
qui est notre référent au sein de l'Agence nationale du sport pour encore quelques jours, pour sa présence ce soir, pour présenter encore une fois le contexte de cette source de financement, et puis pour répondre ensuite à vos questions. Julien, la parole. Merci Johan, bonsoir à toutes et tous. Merci de me donner la parole pour présenter un peu le cadre général de cette campagne PSF et un peu les grands objectifs par rapport à ce dispositif-là. Peut-être pour commencer, vous présenter l'agence avec son budget 2022 avant de rentrer un peu plus spécifiquement sur le dispositif et puis le cadrage un peu général. Donc cette année, en 2022, l'agence, pour ceux qui ne connaîtraient pas spécifiquement, on a deux missions principales. D'un côté, le développement des pratiques et de l'autre, la haute performance en lien avec les Jeux Olympiques, notamment Paris 2024. Donc, on a sur les crédits, notamment qui nous concernent pour nous ce soir, le développement, à peu près 75 millions d'euros qui vont être consacrés au dispositif des projets sportifs fédéraux. Et de l'autre côté, on a également 76,1 millions d'euros en lien avec ce qu'on appelle les projets sportifs territoriaux, qui sont les crédits liés, on va dire, qui sont gérés par les services déconcentrés de l'État, et notamment pour des dispositifs liés à l'emploi et à l'apprentissage. Alors, pour entrer peut-être sur le cadrage général du projet sportif fédéral, à sa création, son lancement avec la création de l'agence en 2019, la volonté avec cette nouvelle gouvernance est de pouvoir responsabiliser les fédérations. Et pour cela, on a on a transféré, on va dire, l'instruction des demandes de subventions par les fédérations sportives. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir le projet fédéral de la fédération au centre du dispositif, c'est-à-dire que c'est vraiment le projet de la fédération qui va fixer le cadre général, les actions éligibles. Les collègues de la fédération vous le présenteront à peu près un peu plus en détail, avec la volonté derrière d'avoir un maximum de crédit, puisque c'est la contrepartie aussi de cette création et de ce dispositif, d'avoir un maximum de crédit qui puisse aller à destination des clubs pour permettre justement le développement de la pratique et l'augmentation du nombre de pratiquants, d'accord, d'autant plus avec cette période de crise qu'on continue encore un peu de subir depuis 2019. Donc, la volonté d'ici à 2024 d'avoir une part 50% réservée aux clubs, une attention forcément particulière aux territoires ultramarins qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus spécifique. Donc, une volonté, nous, de notre côté, de pouvoir prêté une attention particulière à ces territoires-là. Des actions, en tout cas, des orientations quand même avec une intention particulière pour nous, que ce soit en termes de public, que ce soit les femmes ou les jeunes femmes sur des personnes en situation de handicap ou bien des territoires prioritaires. Et puis, la grosse contrepartie de ce transfert pour nous, c'est la transparence de la décision, c'est-à-dire que, OK, on peut transférer l'instruction des dossiers aux fédérations en lien avec leurs projets, mais derrière, c'est qui se charge de l'instruction. Donc, pour nous, au niveau de l'agence, on souhaite qu'il y ait une transparence avec une représentativité à la fois d'élus de niveau national, pourquoi pas de niveau territorial, des salariés, voilà, un mélange qui puisse garantir cette transparence de la décision. Et donc, pour cette année, alors Émilie, je pense, et Vincent reviendront un peu plus spécifiquement, et pour le PSF, sur les principaux notes de cadrage sur la procédure, c'est un dossier qui se dépose sur la plateforme, donc, qui est le Contasso, qui est une plateforme, on va dire, qui commence à être connue, puisque ça fait 4 ans et que vous avez, peut-être pour ceux qui découvriraient le PSF, peut-être ont découvert le Contasso via le dispositif du passeport. Donc, comme je disais, une instruction des dossiers qui se fait par la fédération avec une validation, puisque l'agence reste le payeur, on va dire, de ces subventions, une validation de la proposition de répartition des crédits par l'agence, d'accord. On vérifie un certain nombre de choses, je vous disais, la répartition, l'équité territoriale, la part au club, etc. La partie évaluation de la fédération, on délègue l'instruction, mais on délègue aussi l'évaluation pour pouvoir évaluer l'impact des actions qui ont été financées auprès de la fédération. Et puis le dernier seuil, on va dire, le dernier critère un peu fort sur le dispositif-là, c'est les seuils de subvention, avec un seuil minimum de subvention à 1 500 € par porteur, mais je pense que Émilie y reviendra ou Vincent y reviendront également, un seuil minimum de 1 500 € par porteur qui est abaissé à 1 000 selon son positionnement au sein d'un territoire dit rural carencé, où là,
on abaisse le seuil à 1 000 €. Donc voilà un peu le cadrage général sur le dispositif des PSF et ce qui va pouvoir être après rentrer un peu plus dans le détail propre à la fédération en lien avec son projet fédéral, les items et les actions qui vont être éligibles pour vous en tant qu'association, que ce soit club, comité ou ligue. Je vous redonne la main. Merci Julien pour ces précisions donc générales sur le cadrage national, toutes disciplines confondues sur les 77 fédérations et sur le Comité national olympique et sportif français. On va débuter la partie spécifique à la FFBAT par des statistiques sur voilà, ce qui s'est passé l'année dernière. Donc là aussi, dans un souci de transparence, pour vous donner un certain nombre de statistiques. Donc l'année dernière, on avait une enveloppe augmentée du fait du plan de relance qui était lancé par l'État pour soutenir le sport, le monde du sport très éprouvé par la crise, avec une baisse de l'adhésion dans les associations, et puis évidemment une impossibilité de pratiquer pendant une grande partie de l'année 2021. Donc on avait cette enveloppe supplémentaire qui vous a été répartie. Vous le voyez, il y avait une enveloppe développement traditionnel d'un peu plus d'1 million d'euros, et puis on avait un peu plus de 300 000 euros qui étaient dédiés à la partie relance. Et donc comment est-ce que ça a été ventilé sur l'ensemble des structures et l'ensemble des territoires sur la diapo suivante? Vous allez découvrir la répartition territoriale en bas de ces crédits, donc avec encore une fois 3 couleurs, puisqu'il y avait 3 enveloppes différentes. La partie développement sur une enveloppe classique, le plan de relance, et puis à l'intérieur du plan de relance, on avait une enveloppe encore à part qui était le critère solidaire qu'on avait fait le choix d'attribuer en intégralité au club. Donc c'est 1 300 000 euros, c'était l'enveloppe qui nous était allouée. Il y avait eu plus de 3 millions d'euros de demandes entre les clubs affiliés à la FFBAD, les comités et les ligues. Donc forcément, on a fait beaucoup de déçus dans cette campagne, mais ça montre aussi voilà, le besoin de soutien financier pour la mise en place de vos projets. Et le travail très difficile des différents évaluateurs pour arriver à faire le tri entre les différents dossiers et à rester dans l'enveloppe, puisqu'évidemment, on ne peut pas aller au-delà de l'enveloppe. Donc, c'était 372 dossiers déposés pour au total 1217 actions. Par contre, le pourcentage de dossiers subventionnés a augmenté. On était à 67% de dossiers subventionnés en 2020 et on a atteint 76% en 2021 avec une répartition donc 47% club, 29% ligue et 24% comité, avec encore une fois, vous le voyez, une répartition territoriale qui est très différente en fonction du nombre de dossiers déposés, de la qualité, puisque c'est avant tout la qualité qui est privilégiée dans l'évaluation. Sur la diapo suivante, vous voyez donc cette évolution de notre enveloppe depuis 2019, puisque on était tout juste au-dessus de 1 million en 2019, et puis on est depuis 2020 autour de 1 50 000 euros en dehors des crédits spécifiques à la relance. Et donc là, on a fait le choix de ne pas attendre la publication de notre enveloppe 2022 pour lancer cette campagne, pour vous permettre d'avoir tout le temps suffisant pour déposer vos dossiers et ensuite pour les différentes structures évaluatrices, eh bien, de faire un travail de qualité pour évaluer les dossiers que vous déposerez. Donc, l'enveloppe 2022, elle sera quelque part entre l'enveloppe de 2020 et l'enveloppe de 2021. Et évidemment, on vous communiquera ce chiffre le plus rapidement possible quand on aura été notifié. Et enfin, sur la diapo d'après, vous voyez l'évolution de la part dédiée au club.
Donc, sur les 3 premières années, vous avez vu cette évolution augmenter. La volonté de l'Agence nationale du sport, c'est d'arriver à 50% en 2024, qui est 50% pour les clubs et 50% pour les organes déconcentrés de la fédération. Donc, on était à 37% en 2019. On a augmenté en 2020 à 41 et puis on a fait un grand bond en 2021 avec 47%. Donc là, c'était laissé aux évaluateurs bien, de voir un petit peu quels étaient les bons dossiers. Et clairement, en 2021, il y a eu des très bons dossiers de clubs, ce qui a justifié cette augmentation forte. Par contre, on change un petit peu notre mode de fonctionnement sur 2022, puisque là, on a fait le choix d'ores et déjà de consacrer 48% de l'enveloppe qui nous sera attribuée au club. Ça sera 49% en 2023 et 50% en 2024. Donc, on sait déjà quelle est la part qu'on va répartir entre les différents clubs, ce qui donnera là aussi de la visibilité aux évaluateurs sur l'enveloppe qui leur sera consacrée. Donc voilà un petit peu pour cette analyse statistique des campagnes précédentes et ce qui va se passer en 2022. Et encore une fois, on n'a pas le montant, mais peu importe, puisque l'important, c'est que vous puissiez déposer vos dossiers en accord avec, comme le disait Julien, bien, le projet porté par la fédération sur une notion de développement sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Là, je vais passer la parole à Émilie, qui va vous parler des modalités pratiques de cette campagne 2022 pour qu'encore une fois, vous puissiez déposer dans les meilleures conditions. Émilie, je te laisse la parole. Merci Johan. Bonjour à tous. Vous avez à l'écran le calendrier, l'échéancier global de la campagne 2022. Donc, ce qui importe pour vous et qu'on vous a donné en premier lieu, c'est la date de clôture de la période de dépôt des dossiers, donc qui est fixée au 19 avril 10h. Vous avez un peu plus d'un mois pour préparer et déposer vos dossiers. Donc, on vous laisse quelques jours de plus par rapport à l'année dernière. On a globalement souhaité avancer la campagne. Alors, pour vous donner quelques jours de plus pour déposer, et en second lieu, pour permettre aux évaluateurs de travailler dans de meilleures conditions, donc d'avoir un peu plus de temps pour instruire vos dossiers. Donc, comme vous le constatez, il y a la première phase qui vous concerne directement. Ensuite, on a une préinstruction fédérale, donc qui est vraiment gérée uniquement au niveau national. Ensuite, on a la phase d'évaluation qui dure un peu plus d'un mois, où en termes de nouveautés par rapport à l'année dernière, on va avoir les ligues qui vont évaluer non seulement les dossiers des clubs, mais aussi les dossiers des comités cette année, tandis que la fédération évaluera les dossiers des ligues ainsi que les dossiers des clubs ultramarins. Donc, une fois qu'on aura récupéré l'ensemble des propositions d'attribution des ligues, il faudra tout compiler et procéder à de nombreuses vérifications et quelques réajustements pour respecter donc d'une part les critères fixés par l'ANS et d'autre part les critères que nous on s'est fixés au niveau de la fédération. On arrivera ensuite à la phase de validation par la cellule fédérale, on y reviendra ultérieurement, et donc une finalisation de la campagne fin juin pour vous notifier en tant que structure courant juillet et que vous puissiez avoir les informations sur votre demande de subvention pour la rentrée sportive de septembre. Donc ça, c'était pour le calendrier global. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc là, les messages clés qu'on vous a déjà donnés, 19 avril à 10h, heure métropolitaine. Il est important de retenir pour vous que vous devez déposer un seul dossier, donc un seul dossier par bénéficiaire, quel que soit le nombre d'actions que votre dossier contient. On précisera selon le type de structure quel est ce nombre maximum. Vous pouvez toujours en fait ajouter des actions tant que votre dossier n'est pas transmis. Donc quand vous êtes dans la partie description du projet sur le compte asso, puisque comme l'a dit Julien, on reste sur cette plateforme, vous devrez cliquer en fait sur le petit plus à la fin de la liste de vos projets pour ajouter une action. Donc veillez à bien respecter cet élément, c'est beaucoup plus simple ensuite en termes de gestion.
Vous avez pu prendre connaissance des notes de cadrage et des tutoriels. Donc là, on a voulu que ce soit le plus pratique possible pour vous. Donc, vous avez à chaque fois un outil par type de structure. La note de cadrage, c'est vraiment le document de référence de la campagne qui vous donne l'ensemble des informations pour déposer votre demande. Et le tutoriel, il va vraiment vous accompagner pas à pas sur le compte asso. Et puis, il va vous donner notamment des exemples d'actions éligibles. Donc là, vous allez retrouver des données concrètes sur la partie technique avec les dispositifs et les différents outils FFBAT qui sont mobilisables. Donc, je vous invite vraiment à consulter ces deux documents et je vous invite aussi, nous vous invitons fortement à vous appuyer sur les référents des ligues et ou des comités selon les territoires. Voilà, ils sont les interlocuteurs privilégiés de la fédération. Nous, on est en contact très régulier avec eux et évidemment, ils sont les mieux placés pour vous accompagner sur le terrain et pour vous aider à décrypter cette campagne 2022. Vous pourrez donc avoir leur contact à la fin du tutoriel et pour ce qui est de la fédération, vous pourrez donc nous contacter à partir de l'outil support du site internet. Je voulais juste revenir sur la date limite et plutôt une horaire, l'horaire limite. Évidemment qu'à un moment, il faut bien qu'on clôture. Donc, voilà, on a fixé 7 heures avec une mention spéciale pour les clubs omnisports puisqu'on a eu des remontées l'année dernière de sections badminton qui avaient eu des difficultés pour faire transmettre leur dossier par la structure mère. Donc, nous vous invitons les clubs omnisports a d'ores et déjà, en tout cas les sections BAD, a d'ores et déjà donné la date de clôture de la campagne à votre structure mère pour anticiper de potentiels dysfonctionnements au moment de la clôture. Donc, pour que votre dossier soit recevable, vous allez devoir transmettre une série de pièces justificatives obligatoires. Certaines pièces sont automatiquement reliées à votre compte et d'autres doivent être téléchargées. Donc, les pièces sont les mêmes que les années précédentes. Vous allez devoir notamment fournir le rapport d'activité de la structure approuvé. À chaque fois, il est question des documents approuvés. Donc, c'est les documents pour cette année qui devraient avoir été approuvés lors de l'Assemblée générale 2020. Vous devrez fournir aussi le budget prévisionnel de la structure. Donc là, on acceptera le budget prévisionnel 2022 en fonction des saisons sportives. Donc, on s'adapte également. Vous devrez également fournir les comptes annuels approuvés. Donc, on est sur les comptes 2020 approuvés ou 2021. Le RIB de l'association, donc là, on est sur les standards, et le projet associatif. Donc, Johan en a parlé. C'est un document qui est primordial pour nous, puisque les évaluateurs vont vérifier que votre action s'inscrit bien dans le projet associatif de votre structure. Donc voilà, j'attire votre attention sur, en tout cas, la vigilance particulière et l'attention particulière qui sera apportée par les évaluateurs sur ce document. Vous devrez également fournir, et on va y revenir ultérieurement, les comptes rendus des actions financées. Pour ce qui est du nombre limite d'actions, donc nombre maximum, cette année, on est à 3 pour les clubs, la même chose que l'année dernière, 4 pour les comités donc, et 5 pour les ligues. Toujours sur la partie recevabilité, Julien l'a abordé, on a des seuils de subventions qui nous sont imposés par l'agence, qui sont imposés à toutes les fédérations. Donc, vous devez au minimum déposer un dossier avec une demande de subvention de 1 500 €. Donc là, on est bien par bénéficiaire, c'est important. Ce seuil est abaissé à 1 000 € pour les territoires carencés. Attention, les QPV ne relèvent pas des territoires carencés, donc on est sur les zones de revitalisation rurale. Ensuite, la fédération donc a fixé ses critères de recevabilité, les mêmes que l'année dernière. Votre demande de subvention ne devra pas dépasser de 50% le budget de votre action.
Voilà, on souhaite que vous recherchiez des cofinancements, que vous faisiez appel à des partenaires, ou alors que vous mettiez des fonds propres pour le financement de cette action. Le budget de l'action devra être équilibré, charges et produits à l'équilibre. Votre action devra débuter, et là j'attire votre attention là-dessus, en 2022, donc au cours de l'année civile 2022, et devra se terminer avant le 30 juin 2023. Voilà, on essaye d'être clair sur les messages, puisque vraiment notre intérêt à tous, c'est que votre dossier passe le filtre de la préinstruction, et bien sûr qu'il soit évalué sur la base de la qualité des actions déposées. Vous devrez renseigner le code de subvention de la région qui est dans vos outils, notes de cadrage et tutoriel, et pour les clubs, le numéro d'affiliation de la fédération. Alors, juste une petite précision en termes de chiffres. L'année dernière, 24 dossiers de clubs avaient été sortis à la préinstruction et 30 à l'évaluation sur 283 demandeurs. Donc, l'objectif commun cette année est bien sûr que la majorité, la très grande majorité des dossiers passent le filtre de la préinstruction. Sachant que vous pouvez revenir sur votre dossier jusqu'à ce qu'il soit transmis, et vous pouvez d'ailleurs télécharger le PDF de votre demande une fois que vous avez fini de le compléter, donc avant de le transmettre. Et je vous invite à utiliser ce PDF pour échanger avec votre référent des ligues de la ligue, ou votre référent de votre comité sur la base de ce fichier PDF. Tant qu'il n'est pas transmis, vous pouvez revenir sur le dossier. Une fois qu'il est transmis et que vous avez la confirmation de la transmission, il est impossible d'apporter des modifications à ce dossier. On va aborder la partie évaluation. L'ensemble des dossiers sont évalués sur la base d'une grille d'évaluation interne qui est commune à tous les territoires et à tous les types de structures. Vous allez être évalué sur la base évidemment de ce qui vous est demandé de remplir dans votre dossier, notamment dans le tutoriel. Donc on va s'attacher à vérifier la cohérence de l'action, les caractéristiques concrètes de l'action et l'inscription, son inscription dans le projet territorial. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette année, ce sont les ligues qui vont se charger non seulement de l'évaluation des clubs métropolitains, mais aussi de l'évaluation des comités. Elles vont mettre en place une cellule territoriale dont la composition à minima vous a été communiquée dans la note de cadrage. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble des échelons territoriaux de représenter dans cette cellule, qui va être en charge de proposer les attributions donc pour les clubs et comités de son territoire. Et ensuite, interviendra la phase de validation avec la cellule fédérale ANS, dont la composition est également précisée dans les outils. Pour ce qui est des clubs ultramarins, c'est la fédération qui se chargera de leur évaluation et également de l'évaluation des ligues. Et on aura bien sûr toujours la cellule fédérale pour la validation. Entre les deux, pour la partie club métropolitain et comité évalué par les ligues, notamment, nous aurons une commission technique, une cellule technique qui sera notamment en charge de possibles relectures ou de pour à la demande des ligues, ou alors dans le cas de réajustements nécessaires, si une fois avoir compilé toutes les propositions d'attribution, nous nous rendons compte que les critères de l'agence ne sont pas respectés. Donc voilà, vous avez, on vous a balayé l'ensemble des caractéristiques de cette partie évaluation des dossiers. Peut-être une précision quand même sur la cellule fédérale. La cellule fédérale, comme je vous le disais, est en charge de valider les bénéficiaires ainsi que les montants proposés. C'est une cellule, Julien l'a abordé, qui bien sûr veillera à garantir l'indépendance des décisions et veillera à respecter toutes les règles d'éthique, de déontologie et de transparence. Elle vérifiera globalement que les équilibres territoriaux sont respectés et que les orientations qui ont été définies par l'ANS et par la fédération le sont aussi.
On arrive sur la partie finalisation de la campagne. Comme je vous le disais, nous vous pré-notifierons les attributions courant juillet et les notifications officielles d'accord et de refus interviendront cette année de façon dématérialisée via le compte asso ainsi que le paiement qui sera effectué par l'agence donc courant septembre. Au plus tard, normalement. J'aborde la partie évaluation des actions. Je pense qu'il était nécessaire de faire un focus sur cette partie-là, étant donné que c'est assez complexe de s'y retrouver et qu'on a déjà reçu quelques questions. Donc, comme l'année dernière, vous devez saisir vos comptes rendus financiers sur le compte asso. Vous avez un espace dédié à ces comptes rendus financiers. Là, il est bien question de l'évaluation des actions qui ont été réalisées en 2021. Donc, on est dans le cas des actions qui ont été financées en 2021 ou des actions qui ont été financées en 2020 et reportées en 2021. Donc, l'ensemble des restitutions, des comptes rendus financiers doivent se faire, que ce soit pour les actions reportées ou pour les actions financées en 2021. D'ailleurs, petite précision sur ce point-là, quand vous vous connectez en fait sur votre compte asso, que vous cliquez sur saisir les comptes rendus financiers, ensuite vous arrivez sur la page répertoire des subventions. Par défaut, c'est l'année 2021 qui est cochée. Donc, veillez à bien sélectionner l'année 2020 pour être en capacité de saisir les comptes rendus pour les actions donc financées en 2020 et reportées en 2021. Petite précision pour ceux qui n'ont pas fait attention sur le fait que 2021 était coché par défaut. On va pouvoir aborder donc le schéma. Voilà. Les éléments ont été envoyés par mail le 23 février. On vous a envoyé un premier mail, donc on l'a adressé aux bénéficiaires des subventions donc 2021. On les a envoyés à l'adresse correspondant qui était enregistrée sur le compte asso au moment où vous avez fait la demande. Donc veillez surtout à bien actualiser cette adresse-là pour avoir les communications de la fédération. On a fait une relance le 16 mars, voilà, avec ce schéma-là qui vous précise que vous devez donc déposer votre compte rendu sur les actions financées 2021 avant le 19 avril 10h, qui est en fait la date de clôture de la campagne 2022, puisque les évaluateurs vont regarder ce compte rendu-là au moment de l'évaluation de la nouvelle demande. Une fois que vous avez complété votre compte rendu en ligne sur le compte asso dans l'espace dédié, vous devrez éditer le PDF et le joindre au moment du remplissage de votre nouvelle demande de subvention 2022. Dans les documents spécifiques, vous avez un champ compte rendu financier. Donc, il faudra bien remettre ce document, ce PDF à cet endroit au moment de la nouvelle demande. Dans le cas des actions qui ne sont pas terminées au moment de la demande 2022, donc au 19 avril 10h, vous devez tout de même compléter les premiers éléments de votre compte rendu sur le compte asso. Donc, vous faites la même démarche en ligne. Vous nous envoyez un mail donc sur l'adresse qui s'affiche à votre écran cr-ans@ffbad.org pour nous signifier le caractère intermédiaire de votre compte rendu. Et avant le 30 juin, qui est la date limite pour justifier de l'utilisation des subventions, nous vous donnerons la main de nouveau pour compléter ce compte rendu. Donc voilà, c'est tout à fait possible que les actions ne soient pas terminées, bien évidemment. Et donc, vous avez la procédure qui vous est présentée ici et que vous retrouverez dans le tutoriel. C'est la même chose pour les actions financées en 2020 et qui ont été reportées en 2021. Donc, comme vous le savez tous, le badminton, le sport globalement, a continué à être impacté par la crise sanitaire en 2021. Donc, il y a toujours la possibilité cette année de reporter votre action, mais uniquement pour cause de Covid.
Dans ces cas-là, vous vous rendez également dans l'espace dédié au remplissage des comptes rendus sur le compte asso. Et à la question « Ce projet a-t-il été reporté à l'année suivante ?» vous cochez « Oui » et vous n'aurez alors plus rien à renseigner et cette action sera donc à développer en 2022 et à justifier avant le 30 juin 2023. Bien évidemment, si votre action 2021 est reportée, vous ne pouvez pas déposer une action en 2022 sur le même type voilà, d'action. Enfin, vous ne pouvez pas refaire une demande sur le même type d'action. Si, petite précision, pardon, dans le cas d'une action 2020 qui a été reportée à 2021 et qui n'a pas pu être mise en place en 2021 de nouveau pour cause de crise sanitaire, vous pouvez procéder de nouveau au report, mais uniquement si cette action n'a pas pu être mise en place à cause de la crise sanitaire. Voilà, j'espère avoir été claire sur cette partie plutôt administrative et je vais laisser la parole tout d'abord à Johan puis à Vincent pour rentrer dans le vif du sujet, donc les actions éligibles pour cette campagne 2022. On va répondre aux questions qui ont été posées à l'issue de cette première phase sur les modalités pratiques. Donc Nicolas. Oui. Donc, j'ai deux questions pour toi, Johan, à laquelle je n'ai pas répondu dans le chat. La première, c'est une question de Patrick Loiseau du club de Baco. Comment la répartition est faite en direction des ligues? Alors, Patrick, bonsoir. Est-ce que c'est l'enveloppe dédiée aux ligues ou l'enveloppe territoriale dédiée à chaque territoire avec les clubs, les comités Donc, Patrick, si tu peux préciser ta question. Et la deuxième, Nicolas? La deuxième vient toujours aussi de Patrick Loiseau, qui aurait souhaité savoir quel était le montant maximum qui a été attribué à un club, a priori, à un club. Alors là, j'avoue que je ne connais pas l'intégralité des affectations 2021, donc on va chercher la statistique et on la mettra dans le chat. On attend juste que Patrick reprécise ce qu'il entend par enveloppe attribuée aux ligues, et il y a une question pour Émilie. Oui, c'est une question en fait par rapport à un dossier qui serait refusé. Est-ce que la fédération ou la cellule territoriale apporte une justification de cette décision? Alors oui, pour les dossiers qui ont été évalués par les ligues l'année dernière, donc dossier des clubs, la justification est apportée par la ligue directement. Donc là, on est bien sur la partie évaluation. Pour ce qui est de l'évaluation des ligues, évidemment, et des comités, la fédération apporte les éléments lorsque la demande nous est soumise. Et pour la partie préinstruction, donc le premier filtre, je vous ai présenté les critères de recevabilité et voilà, au moment de la préinstruction, on vérifie que ces critères sont bien respectés pour passer à ce filtre et aller sur la partie évaluation. Alors, je vais revenir donc sur la question de Patrick. Vincent, est-ce que tu peux nous remettre sur la diapo avec l'infographie 2021, voilà, celle-ci. Donc, concrètement, comment est-ce que ça a été effectif? Donc, sur 2021, les dossiers de clubs étaient évalués par les ligues. Donc, les ligues ont rendu leurs propositions sur leur territoire, et les comités et les ligues étaient évalués par la fédération. Et à la fin, eh bien, on faisait la somme de tout ça pour vous présenter cette infographie. L'enveloppe n'est pas proportionnelle au nombre de licenciés. C'est vraiment dû
d'une part au nombre de dossiers déposés par chaque structure, donc le nombre par territoire, et puis ensuite surtout la qualité des dossiers. C'est-à-dire qu'il y a typiquement des territoires qui ont eu quasiment la même enveloppe qu'en 2020, et puis d'autres où il y a une augmentation parce que la Ligue a jugé qu'il y avait une vraie montée en qualité des dossiers déposés. Donc globalement, les ligues qui évaluent les dossiers des clubs essayent de viser l'enveloppe de l'année d'avant, plus éventuellement, là, si on a l'augmentation qui est due du passage de 47% à 48%, et puis évidemment, s'il y a une augmentation globale de l'enveloppe nationale, on en tiendra compte. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de fléchage. Il n'y a pas de fléchage particulier sur les territoires. C'est voilà, c'est une continuité, puis après la qualité des dossiers. Nicolas, je te repasse la parole. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Là, je suis en train d'y répondre dans le chat. J'avoue, je n'ai pas encore tout traité, donc éventuellement, peut-être pour reprendre la présentation et il y aura un deuxième temps pour répondre à l'oral à d'autres questions dans un petit moment. Merci Vincent. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet des actions éligibles, mais on voulait en préliminaire, avant de parler de la note de cadrage, revenir sur un premier point qui est le fait que ces subventions de l'ANS sont des subventions de développement et pas des subventions de fonctionnement, ce qui peut être un écueil qu'on a rencontré sur l'évaluation d'un certain nombre de dossiers. Donc ça, c'était un premier point, c'est-à-dire que on n'est pas là pour financer ce que vous faites de traditionnel sur vos créneaux toute l'année, depuis des années. Là, on est vraiment sur ce qui va vous permettre de continuer à votre association de se développer. Alors, développer en quoi? On a parlé du nombre d'adhérents, ça peut être du nombre de créneaux, du positionnement de l'équipe une en interclub. Voilà, c'est à vous de définir ce que vous entendez par projet de développement dans le cadre de votre projet associatif, puisque, encore une fois, obtenir des nouveaux créneaux, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est avant tout la relation que vous construisez avec vos collectivités territoriales, donc vos mairies ou vos intercommunalités selon les cas, de leur montrer comment est-ce que votre club vient servir les politiques publiques. Donc c'est vraiment intégrer ces demandes de subventions dans, en premier lieu, un projet associatif de club, et puis ensuite dans le projet de votre commune, de la même manière pour les comités et les ligues. Là, en ce moment, les conférences régionales du sport sont en train de publier leurs projets sportifs territoriaux. Donc voilà, c'est à chaque fois à la croisée des chemins entre une politique fédérale et puis une politique territoriale. Donc, c'était important de le repréciser, hein, l'importance du projet associatif, comment est-ce qu'il vient structurer votre club, votre comité, votre ligue sur le long terme, et comment ça vient s'inscrire dans le projet des collectivités territoriales avec lesquelles vous travaillez. Donc, il y a plusieurs dimensions. Là, il y a la dimension sportive, il y a la dimension sociétale. C'est l'essence du projet fédéral qui est présenté depuis 1 an et demi, puisque notre conviction forte, c'est que face à la concurrence des autres sports dans ces gymnases municipaux, face à la montée d'une pratique de consommation où les gens vont chercher à louer des terrains à l'heure, quels sont les arguments qu'on peut apporter, quelle est la plus-value des clubs affiliés par rapport à ces faits de société. Voilà, c'est encore une fois vous apporter des outils. Et puis un dernier point sur cette notion de développement, c'est que trop souvent, on a envie de faire rentrer une action
dans la note de cadrage qui vous est proposée, alors qu'il ne faut pas oublier que ça doit venir entrer dans votre projet associatif, c'est pour ça qu'il vous est demandé, et puis ça doit rentrer aussi dans votre budget prévisionnel, parce que il y a des fois, quand on fait la somme des actions demandées, bah, ça dépasse le budget prévisionnel qui a été voté en Assemblée générale. Donc voilà, cet appel à projet dans le cadre de la campagne 2022, encore une fois, elle doit venir servir à financer les projets que vous avez déjà. Voilà pour cette introduction sur la notion de développement. On y reviendra tout au long de l'année, en particulier lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 30 avril et le 1er mai. Et je vais passer maintenant la parole à Vincent qui va venir plus en détail vous parler des actions éligibles sur 2022. Oui, merci Johan. Donc, on va faire un petit focus là sur maintenant la partie des actions. Donc, vous y avez accès par les différentes notes de cadrage, donc sur les intitulés généraux, et vous avez un large détail, donc avec des exemples d'actions, les outils et dispositifs mobilisables et les indicateurs d'évaluation qui sont disponibles dans les 3 tutoriels, donc pour les instances club, comité et ligue. Donc, juste au niveau de ces actions 2022, on va déjà repartir des critères d'éligibilité. Donc, comme l'a dit Johan, en lien avec les critères fédéraux, on a une priorité sur les actions qui s'inscrivent donc dans le projet associatif. Donc, on avait eu des questions dans le chat. Le projet associatif est bien un document obligatoire et l'action s'inscrit dans le projet associatif. Ce n'est pas l'inverse. Donc, aujourd'hui, le dépôt d'une action auprès de l'ANS est un moyen pour atteindre les objectifs au sein du projet associatif. Un critère sur la durée, donc quand on parle qui s'inscrit dans la durée, c'est qu'on est sur des actions structurantes, donc pas sur du one-shot, des actions qui vont être pérennisées et durer dans le temps. Donc on n'est pas sur le fonctionnement quotidien de la structure. L'action doit s'inscrire dans le cadre du projet fédéral de la nouvelle équipe, l'humain au cœur de la performance sportive et sociale du badminton. Donc, vous avez le projet fédéral disponible sur le site Internet. Les actions valorisées quand elles s'appuient sur des dispositifs et des outils fédéraux et en leur absence quand elles ont un caractère innovant. Et puis, il y a une attention particulière quand les dispositifs sont également portés par des collectivités territoriales, c'est-à-dire que vous multipliez les différents partenaires. On doit également donc composer avec des critères fixés par l'agence, donc qui cette année nous demande d'avoir une attention particulière dans les actions sur le public féminin, sur les publics issus de territoires prioritaires, donc les quartiers prioritaires politiques de la ville, et les ZRR, donc les zones de revitalisation rurale. Donc, ces données sont disponibles dans les annexes du tutoriel et ce sont des données fléchées par l'État, donc pour connaître les communes qui sont soit QPV, soit ZRR. Et également donc envers les personnes en situation de handicap. Au niveau d'une action, donc ça c'est pour la partie compte asso, on vous rappelle qu'il est très important de bien copier-coller l'action de la note de cadrage. C'est-à-dire que dans la note de cadrage, si vous les avez sous les yeux, vous avez les actions qui sont nommées avec une certaine nomenclature, A.1.1, A.1.2. Donc il faut bien mettre le code et l'intitulé. Alors, c'est très important puisque ce sont des éléments qui, à la préinstruction et dans l'évaluation des dossiers, permettent de bien cibler l'action et de pouvoir être évaluée correctement. Si vous changez cet intitulé avec un intitulé différent, l'action ne peut pas être, va être répertoriée, soit mal répertoriée ou pas du tout répertoriée par l'évaluateur et risque de ne pas être traitée. Donc, vous avez un objectif de l'ANS en menu déroulant, donc les grands objectifs qui sont développement de la pratique, promotion du sport santé et développement de l'éthique et de la citoyenneté et accession au sport de haut niveau. Vous avez ensuite une modalité, un enjeu défini par la fédération, donc toujours dans un menu déroulant. Donc ça, ce sont les éléments que vous avez dans la note de cadrage et dans le tutoriel.
donc qui vont être attirer de nouveaux licenciés, de nouvelles licenciés, fidéliser les licenciés, prendre en considération les spécificités des territoires ultramarins. Donc ça, c'est uniquement pour les ligues et clubs issus des territoires ultramarins. Vous avez faire du badminton un levier de santé et de bien-être, promouvoir les valeurs du badminton et l'engagement, et le projet de performance fédérale Action sportive. Et au sein de ces actions, vous allez spécifier les publics également par un menu déroulant, avant de remplir ensuite les données concernant votre action. Au niveau des actions éligibles 2022, donc là, on vous fait une présentation très synthétique, sachant que vous avez tout le détail au sein des tutoriels. Donc, sur la première partie, sur le développement de la pratique, sur l'enjeu attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciés. Donc là, on vous fait une présentation synthétique reprenant donc les différentes catégories et les instances éligibles. Donc, vous avez pour démarrer la promotion animation pour attirer le public jeune, donc qui va être sur les échelles club, comité et ligue. Donc là, on est vraiment sur des actions permettant d'attirer de nouveaux licenciés et qui sont valorisées quand elles sont faites avec le scolaire. Donc, ça va de l'action club, donc au niveau local, l'action de comité, donc qui va des projets à une échelle départementale, mais qui va également mettre en relation les clubs, à des actions plus stratégiques au niveau ligue. Nous avons donc la partie sur le public féminin. Donc, pareil, promotion, animation pour attirer le public féminin, avec, pareil, la notion de comité d'impulsion et de soutien et de stratégie au niveau des ligues. Vous avez les personnes en situation de handicap. Et vous avez une action sur la période estivale et le air badminton. Donc, on a décidé cette année de les coupler. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de badminton en période estivale, donc ça peut être du badminton, des actions au sein du gymnase sur la période principalement juillet-août, et qui vont mobiliser les licences estivales, les titres de participation d'été que déploie la fédération. Donc, vous pouvez avoir des actions en gymnase, mais également des actions autour de la promotion du air badminton. Sachant qu'on le rappelle, le air badminton est une pratique codifiée et réglementée, et vous avez les différents éléments en annexe 2 du tutoriel. Et puis là, avec les astérix, vous avez les nouvelles actions. Donc, on a décidé de mettre à part tous les programmes autour des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, pas en 2021, on retrouvait ces quelques actions, mais qui étaient disséminées dans les autres actions. Donc là, ce sont vraiment, on les a mis à part. Donc, c'est tout ce qui va être autour des dispositifs déployés autour des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, des dispositifs comme terre de jeu, les classes olympiques et paralympiques, Génération 2024, tout ce qui va être semaine olympique et paralympique, le dispositif club 2020-2024, et vous avez le dispositif aussi ambassadeur 2024 qui a été diffusé récemment par la fédération. Donc là, toutes ces actions sont déployables à l'échelle club, comité et ligue dans avec leur opérationnalité respective. Nouvelle action autour d'une compétition d'envergure nationale. Donc ça, c'est une nouvelle action de communication et d'animation en parallèle d'une compétition d'envergure nationale. Donc, on vous a précisé dans le tutoriel, le type de compétition peut être sur les interclubs nationaux et les tournois de niveau national minimum. Après, vous pouvez aller bien sûr sur tout ce qui va être compétition fédérale, circuit élite jeune, tout ce qui va être championnat de France. L'idée, c'est de promouvoir l'organisation d'animation en parallèle de la compétition, et avec vraiment l'objectif d'attirer un public extérieur et d'organiser des actions envers les accompagnateurs, de vraiment de rendre la compétition dans un champ plus événementiel. Et à l'échelle du comité, nous avons laissé l'action de mise en œuvre de la création de club. Donc, tout ce qui va être sur la campagne de rencontre avec les clubs non affiliés, donc soit sur les clubs non affiliés, soit sur les actions visant à créer de nouveaux clubs dans des zones où des équipements sont disponibles. J'avance. Sur l'enjeu, fidéliser les licenciés.
Donc là, si vous vous souvenez de la campagne 2021, on a repris certaines actions du plan de relance. Donc, vous avez une action envers les bénévoles. Donc, l'action favorisant la remobilisation des bénévoles, elle a du sens avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore au niveau de la crise sanitaire. Donc, c'est toute action à destination de dirigeants, dirigeantes et de bénévoles actifs au sein d'un club, d'un comité ou d'une ligue. Donc, tout ce qui va pouvoir, action de cohésion, que ce soit donc des sorties internes, des projets communs, de fédérer, de refédérer un noyau de dirigeants et de bénévoles actifs. On a laissé l'action favorisant l'appartenance au club, donc uniquement à l'échelle club. Donc là, l'idée, c'est à l'inverse de l'action pour des bénévoles, c'est vraiment pour tout le public. Donc cette action doit vraiment concerner un maximum de licenciés au sein du club, tous licenciés, en favorisant les intercréneaux, l'intergénérationnel. Donc là, on est plutôt sur une action autour de tous les licenciés du club, à l'inverse de l'action aux bénévoles qui est plutôt sur les dirigeants et bénévoles actifs. Donc, vous avez de nouveau l'action au niveau des jeunes. Au niveau des clubs, on a laissé le minimum EFB 2 étoiles avec des actions favorisant la baisse du turnover des jeunes. À l'échelle comité, ces actions sont matérialisées par la coordination et animation de tout ce qui va être rencontre de proximité, jeunes et adultes. Donc, avec également une action sur les non-compétiteurs adultes, où on insiste sur la partie innovante, la mise en place de rencontres innovantes qui ne sont pas forcément des rencontres officielles. Donc justement, on est sur du tournoi interne, des formats plus attractifs et qui permettent de favoriser le jeu sur un espace plus court et dans des zones géographiques plus restreintes. On retrouve l'action sur les féminines à l'échelle uniquement comité et ligue dans la fidélisation, donc autour de la promotion et de la communication. Et donc, nous avons maintenu l'action pour les ligues sur l'appui au fonctionnement de l'équipe technique régionale. Donc, aujourd'hui, les 12 ligues métropolitaines et quelques ligues ultramarines comme la Guadeloupe sont dotées d'une équipe technique régionale. Donc là, ça va vraiment être une action autour du fonctionnement de l'équipe. Donc, tout ce qui va être coordination, animation, réunion, fonctionnement de l'équipe technique régionale. On a défini une partie sur les spécificités des territoires ultramarins. Donc, il faut savoir que les territoires ultramarins, clubs et ligues, peuvent émarger sur l'ensemble des autres actions et ils ont aussi la possibilité de piocher dans une action de cet enjeu-là. Donc, elle est pour les clubs sur les actions autour de la pratique compétitive dans d'autres territoires. Donc, comme ce sont des territoires éloignés, c'est pour aller être sur des déplacements dans d'autres territoires, donc par exemple Intercaraïbes, ou pour la Réunion sur des déplacements en Afrique ou dans des territoires aux alentours. Au niveau des ligues, on a la même chose donc sur les pratiques compétitives extraterritoriales, donc qui sont plutôt autour de sélection jeunes et adultes. Et nous avons une action liée au rayonnement international qui fait partie du projet fédéral. L'idée, c'est de déployer des tournois internationaux au sein des territoires ultramarins pour favoriser le rayonnement international. Au niveau de la promotion du sport santé, l'objectif, sur l'enjeu faire du badminton un levier de santé et bien-être. Donc là, on a repris les actions de 2021 afin de garder aussi une certaine continuité. Donc, vous avez une action autour des seniors. Donc, de promotion, animation, favorisant la pratique pour les publics seniors. Donc, au niveau des clubs et à l'échelle des comités. Nous avons une action autour du public entreprise. Donc, ça, sur la mise en place de créneaux au sein des clubs, de créneaux réguliers, de temps d'échange, sur la lutte contre la sédentarité au travail, donc à l'échelle club. Et à l'échelle comité, ça va se matérialiser par des rencontres, un championnat départemental entreprise. Et à l'échelle ligue, on est sur du championnat régional et des actions de stratégie de structuration. Nous avons mutualisé les actions autour des jeunes qui visent à lutter contre la sédentarité donc des jeunes
des étudiants et des jeunes actifs, en se fixant un cap sur les moins de 25 ans. Donc pareil sur les échelles club, comité et ligue. Et en lien avec également le projet de performance sociale que déploie la fédération, nous avons rajouté une action pour les personnes souffrant d'affections de longue durée, donc à l'échelle des clubs, comités et ligues, et des personnes placées sous main de justice. Sur la partie développement de l'éthique et de la citoyenneté, en objectif, l'enjeu promouvoir les valeurs du badminton et de l'engagement. Donc, on maintient l'action de sensibilisation et de lutte contre les incivilités, violences, discriminations, dérives impactant le badminton. Donc, celle-là à l'échelle club, comité et ligue. Et nous avons intégré une action favorisant l'intégration des jeunes dans la gouvernance associative. Donc, ça, c'est uniquement à l'échelle club. Ça va être des actions permettant d'impliquer les jeunes dans la gouvernance. Donc, sur des actions de gérer un petit budget, de faire des mini-comités jeunes, de les aider de commencer à les imprégner dans la prise de décision et dans le fonctionnement du club. On a volontairement laissé cette action uniquement à l'échelle club, puisqu'on estime qu'on va développer ça plutôt à l'échelle locale sur les jeunes, que ceux-ci prennent de l'expérience avant d'aller s'impliquer dans les instances comités et ligues. Et puis, nous avons mis donc les actions favorisant l'initiative éco-responsable, donc à l'échelle club et également à l'échelle comité sur l'impulsion soutien. Dernier objectif, l'accession au sport de haut niveau. Donc, nous avons laissé cette année l'action concourant au maintien du label Club Avenir, donc pour les clubs, comme l'année passée. Et pour les comités, on a laissé les stages, regroupements de sélection et campagnes de sélection à niveau dispositif avenir départemental. Par contre, nous avons retiré l'accompagnement en compétition et on a vraiment reciblé les catégories sur le rôle du comité, sur les catégories mini-bad à Benjamin. Sachant que, attention, uniquement pour les comités, pas pour les actions club, le total de ces demandes ne doit pas dépasser 10% de la demande de subvention globale. Donc, vous pouvez intégrer ces actions-là, mais ça ne doit pas dépasser 10% de votre montant total. Voilà pour ma part. J'ai essayé de faire bref. Donc, sachant que, je le rappelle, vous avez, vous avez tout le détail des exemples d'actions au sein du tutoriel. On fait un petit temps de questions-réponses. Ok, donc je reprends la main. Alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises sur le budget prévisionnel à fournir dans le dossier. Du coup, peut-être je laisse Émilie apporter des précisions à ce niveau-là. Oui, alors vous pouvez fournir le budget prévisionnel 2022 si vous êtes sur un fonctionnement année civile, si vous êtes sur un fonctionnement saison sportive, donc 2021-2022 ou 2022-2023. Ok, merci Émilie. Une autre question. Alors là, j'avoue, je n'ai pas la réponse. Donc, également, Émilie, je te renvoie cette question. Il faut justifier l'attribution automatique du critère solidaire. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur la recevabilité ? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question. En fait, le critère solidaire a été mis en place l'année dernière dans le cadre de la crise sanitaire et la fédération avait décidé d'attribuer automatiquement l'enveloppe dite critère solidaire à l'ensemble des clubs. Donc, en fait, on avait divisé cette enveloppe par le nombre de clubs et une attribution automatique avait été faite à chaque bénéficiaire. Cette année, on a nos crédits de développement, mais on n'a pas de crédits spécifiques liés à la crise sanitaire. Donc, le principe du critère solidaire n'est pas applicable cette année. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de la question, donc elle peut être précisée dans le chat. Oui, je pense que c'était sur la justification. C'est une action qui n'est pas à justifier. Ah oui. Puisque on avait affecté ces crédits à tous les clubs bénéficiaires, donc il n'y a pas de justification sur le critère solidaire. Ah oui, dans le compte-rendu financier, effectivement, rien à apporter là-dessus. Merci.
Après, c'était plutôt une question, mais qui peut être aussi compris comme une proposition, une remarque. C'est par rapport à des actions qui se déroulent, donc qui se dérouleraient pendant l'été, étant donné que le versement des subventions arriverait fin de l'été, début septembre. Ça sous-entend que les clubs donc, doivent a priori avancer les coûts par rapport à l'action. Donc la proposition était éventuellement pourquoi ne pas avancer non, pardon, une échéance de réalisation fin août 2023 serait plus judicieuse. Alors je laisse peut-être Johan intervenir sur ce sujet éventuellement. Si tu veux, Johan, je peux prendre la parole sur Vas-y, Julien. l'aspect réglementaire. Il y a plusieurs choses qui se percutent. Il y a le fonctionnement administratif des subventions qui, pour nous, fonctionne en année civile. Donc, c'est un début d'action qui doit avoir lieu sur l'année 2022, qui peut se terminer sur l'année 2023, mais qui doit forcément débuter sur l'année 2022. Et d'un point de vue réglementaire, qui doit se terminer, en tout cas être justifié au plus tard au 30 juin de l'année N+1. Et donc, c'est pour ça que on ne peut pas autoriser une justification qui aille au-delà. Et puis, je vais rejoindre un peu les propos peut-être de Johan sur le projet associatif, c'est-à-dire que si vous aviez dans votre projet associatif la volonté de faire du développement et d'organiser des stages, ça rejoint un peu de ne pas attendre l'attribution, mais si vous avez une volonté, et je pense que si le projet est bon et qu'il s'inscrit dans le projet fédéral de développement et autres, il y a des possibilités derrière d'obtenir un financement. Alors après, en fonction de l'enveloppe de chacun, mais je veux dire, ça doit partir du projet et pas forcément attendre potentiellement une subvention pour lancer le projet. C'est toujours la même problématique entre le projet associatif et les subventions. Et puis une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Le montant à répartir est connu par les évaluateurs de la cellule territoriale avant l'analyse des dossiers. Alors comment peut-on dire que la qualité des dossiers intervient dans le montant alloué à chaque territoire? Donc pareil. Alors là-dessus, de toute façon, il y aura un temps spécifique pour les évaluateurs des ligues. Donc on expliquera comment ça va fonctionner. Globalement, ce qui s'est passé l'année dernière, et je pense que Raphaël le sait, c'est que on commence par viser le montant de l'année précédente. Aujourd'hui, il est impossible qu'une même personne évalue les 300 dossiers pour avoir une vision cohérente. Donc on fait confiance aux ligues pour défendre les dossiers des clubs. S'il y a effectivement une recrudescence de dossiers de qualité, la Ligue argumente une augmentation d'enveloppe. C'est ce qui s'est passé typiquement avec le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière, qui est un territoire qui a eu une augmentation significative parce que la Ligue a jugé qu'il y avait beaucoup de bons dossiers. Donc évidemment, à terme, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de clubs qui soient bénéficiaires parce que ça serait une structuration. Et encore une fois, tous ces financements-là, c'est pas des cadeaux qu'on fait au territoire, c'est un levier pour contribuer à la structuration des clubs. Donc, il y a eu une question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut redemander des financements sur la même action. L'ANS n'a pas vocation à financer pendant 10 ans la même action. Parce que si au bout de 10 ans, ça a toujours besoin d'un soutien financier, c'est que l'action n'est pas viable financièrement. Donc là, ça doit être de l'impulsion sur des projets de développement qui, à terme, doivent s'autosuffire avec des nouvelles ressources. Donc, encore une fois, la répartition territoriale, aujourd'hui, on ne dit pas à tel territoire, vous avez tel montant. On vise un pourcentage d'augmentation pour chaque territoire, mais on se donne une marge de manœuvre en interne en fonction de l'argumentation de chaque ligue. Alors, entre-temps, il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Du coup, je la pose directement à Émilie. Une action reportée en 2021 compte-t-elle parmi les 4 nouvelles actions déposées par un comité dans sa demande 2022? Émilie vient de répondre à l'instant par écrit. Oui, donc l'action reportée ne compte pas dans les nouvelles demandes dans les actions 2022.
Alors, je suis en train de regarder en même temps. Alors, si une structure dépose, donc si j'ai bien compris le sens de la question, si en fait une structure dépose un budget prévisionnel 2021-2022, ça sous-entend a priori que les actions qui vont être présentées et qui donc débordent sur le 2023, du coup, n'apparaîtront pas dans le budget prévisionnel. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça peut être bloquant ou pas dans la demande de subvention? Alors après, l'action peut parfaitement commencer en janvier 2022. Tout dépend comment le budget prévisionnel a été construit. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'une action peut avoir déjà commencé et être déposée. Après, certains clubs ou certaines structures attendent d'avoir la notification d'attribution pour développer leur action, mais c'est pas le cas de toutes les structures. Donc évidemment, voilà, c'est si l'action est présentée dans le budget prévisionnel, l'évaluateur va considérer que voilà, ça a été programmé, réfléchi. Voilà, c'est un élément en tout cas dans l'évaluation qui sera pris en compte. Alors, j'ai une autre question. Alors là, ça ne concerne pas directement la campagne. C'est par rapport donc à l'obtention des étoiles EFB, si j'ai bien compris. Donc, la personne voudrait savoir à quel moment la fédération donc, attribuera le niveau de nombre d'étoiles. Forcément, ça fait lien avec je pense, une des actions qui nécessite d'avoir un minimum de 2 étoiles pour l'école des jeunes. Alors, le calendrier de labellisation reste le même que tous les ans, hein. Vous aurez une notification fin juin pour les étoiles EFB. Maintenant, encore une fois, hein, si donc c'est volontaire d'avoir mis un critère sur la limitation du turnover chez les jeunes, c'est qu'effectivement, on incite à aller vers le 2 étoiles, qui est un saut qualitatif pour les clubs sur les écoles françaises de base. Donc voilà, effectivement, si aujourd'hui vous n'avez qu'une étoile, vous ne serez éligible sur cette action-là que l'année prochaine, puisque toute la phase d'évaluation sera déjà terminée. J'en profite, Nicolas, si tu m'y autorises, pour rebondir sur la question sur les ALD, avec plusieurs éléments de réponse. Donc, vous le savez, d'une part, il y a un dispositif qui a été voté il y a 5 ans maintenant sur la prescription du sport sur ordonnance, qui a été renforcé par la loi qui a été votée fin février sur la démocratisation du sport en France pour étendre ce dispositif-là. Aujourd'hui, la principale limitation, c'est c'est-à-dire que si vous proposer des activités pour des personnes souffrant d'ALD, il faut, que votre éducateur soit formé sur le sport santé, et deux, qu'effectivement des médecins l'orientent vers vous, vous est identifié en tant que club mobilisé sur le sport santé et oriente les patients vers vous. Donc sur la question du certificat médical, là on ne parle pas forcément de bénéficiaires qui sont licenciés. Jouer notre rôle sur un territoire, c'est effectivement prendre part au bien-être des citoyens au-delà du gymnase. Donc, si vous montez des actions, des stages sur les vacances pour les personnes souffrant d'affections de longue durée, bah c'est finançable dans ce cadre-là. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, et c'est l'essence du projet de performance sociale, on veut vraiment vous outiller pour aller vers ces publics-là. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur le sujet. Il y a des formations qui sont proposées par le mouvement olympique pour les éducateurs sur le sport santé. L'objectif, c'est d'aller vers ces publics-là à moyen terme. Je réponds aussi, j'ai vu
Une remarque de Guillaume Prieto, promouvoir l'engagement des jeunes, c'est bien, mais aussi d'introduire les personnes en situation de handicap ne sont pas compris dans cette action. Donc c'est vrai que l'action sur la gouvernance, l'implication de la gouvernance des jeunes, elle est ciblée autour des jeunes. Après, la partie des personnes en situation de handicap, comme on l'a rappelé au début, est un critère qui est valorisé sur toutes les actions. Donc là, sur votre remarque, ça pourrait très bien rentrer sur l'action favorisant l'appartenance au club, avec justement de favoriser le lien entre tous les licenciés et la prise en compte de ce type de public-là. Donc, quand ils sont au sein du club, et après, vous avez toute la partie sur le grand A, attirer de nouveaux licenciés, de nouvelles licenciés, sur attirer des personnes en situation de handicap. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. On va redonner la parole à Johan pour la conclusion. Sachant qu'encore une fois, vous aurez la possibilité, c'est précisé dans la note de cadrage, vous avez des référents territoriaux qui seront là pour répondre à toutes les questions qu'on n'aurait pas traitées lors de ce webinaire. Donc, reportez-vous surtout à cette note de cadrage. On insiste sur le calendrier. L'année dernière, des clubs ont déposé à 10h30, à midi, le lendemain, voilà, où on a été obligé de dire non parce qu'il faut poser un cadre et que si on commence à y déroger, évidemment, ça ne favorise pas la transparence de l'attribution de ces subventions. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes fédérales qui ont permis la réalisation de ce webinaire et de manière générale de travailler sur la note de cadrage, sur la cohérence avec d'autres dispositifs fédéraux, et puis de chaque année d'améliorer les outils pédagogiques pour vous permettre de ne pas échouer à la préinscription, que vous ne puissiez même pas être évalué pour des raisons de recevabilité. Évidemment, on aimerait avoir 100% de recevabilité, et puis après, effectivement, d'arriver à la phase d'évaluation où là, eh bien, l'objectif, c'est sur un certain nombre de critères qui ont été rappelés, le fait que ça soit structurant dans la durée, et puis que les projets s'appuient sur le projet fédéral, sur le projet territorial, et de vous permettre encore une fois d'assurer la pérennité de votre action. On ne peut pas dire qu'on est sorti de la crise sanitaire. On espère qu'on est plutôt sur la fin, mais encore une fois, la clé, elle est dans le réenchantement des bénévoles. On le sait bien que c'est une vraie clé de l'avenir des clubs. Et puis après, de pouvoir impulser des nouveaux projets, enclencher des cercles vertueux, parce que ces nouveaux projets peuvent changer le regard sur le club, à la fois de certains de vos adhérents, mais aussi de la part des collectivités, et puis de vous permettre d'avancer, de conquérir de nouveaux publics, qu'ils soient licenciés ou non. L'objectif, c'est de renforcer votre rôle au niveau territorial. Donc, un grand merci à Vincent, à Nicolas, à Mathieu, à Émilie. Voilà, vous avez la carte de vos interlocuteurs sur les territoires pour répondre à vos questions en direct, que vous ne passiez pas directement par la fédération, hein. Vous avez des interlocuteurs qui, pour certains, vous connaissent déjà ou que vous connaissez déjà, et qui vont donc vous accompagner jusqu'au 19 avril à 10h pour vous permettre, encore une fois, de déposer ces dossiers. Je voudrais remercier Julien de l'Agence nationale du sport pour ces années de collaboration avec nous. On lui souhaite bon vent dans ses futures aventures professionnelles. Et puis vous rappeler que vous avez sur MyFFBAD, sur le site de la fédération, un certain nombre de documents qui sont à votre disposition. Et puis vous souhaitez à toutes et à tous une bonne campagne, une bonne poursuite de saison, et puis voilà, de pouvoir vous relever de cette période extrêmement éprouvante pour l'ensemble des acteurs. Je vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt.